président Fornia Simbe a pris part à l'ouverture des 11e Jeux africains de Brazzaville. Il a appelé la jeunesse africaine à croire en ses potentialités. Les propos du chef de l'État togolais dans un instant. Apothéose de Aboboza en 2015 à Nochen, le peuple levé dans toutes ses composantes a célébré l'événement avec faste en présence du Premier ministre, commissaire Lomklassou. Bonsoir, la flamme olympique panafricaine brûle depuis vendredi dans le ciel de Brazzaville. La capitale congolaise accueille les 11e Jeux africains. Avant de revenir sur la cérémonie d'ouverture, ce dîner qui a permis d'honorer les pionniers de la compétition et en même temps saluer les chefs d'État présents. Le président togolais Fornia Simbe est arrivé dans la capitale congolaise jeudi. Il a aussitôt lancé un appel à la jeunesse africaine lui demandant, à l'instar des talents qui vont se révéler au cours de cette compétition, de croire en ses chances de réussite en ayant confiance en elle-même. Sylvain Abdou. Onzième Jeux africains de Brazzaville, retour à la source pour ces Olympiades qui ont vu le jour en 1965, ici même dans la capitale congolaise. Et pour ce jubilé d'or, un hommage est rendu aux pionniers de ce championnat pluridisciplinaire par le président Denis Sassou Nguesso au cours de cette soirée. Monsieur Fort et Dîner organisé également à l'honneur des chefs d'État présents à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, une opportunité pour montrer à la face du monde l'esprit de solidarité prôné par l'Union africaine sur le continent, l'occasion de montrer à la jeunesse africaine qu'elle peut accomplir de grandes choses en ayant confiance en elle-même, selon le président togolais Fornia Simbe. Quand on voit ce qui se passe en Méditerranée, où nous avons beaucoup de nos fils et de nos frères qui, à la recherche de conditions de vie meilleures, prennent le chemin de l'Europe dans des conditions dramatiques, parler de jeunesse. Et je crois que c'est un message d'espoir pour la jeunesse. Je sais que ces Jeux ont représenté un investissement, un effort important pour le gouvernement et le peuple congolais. Mais je crois aussi que cela va faire la fierté de l'Afrique, puisque je me suis laissé dire que des innovations ont été apportées et que les records qui seront établis ici compteront pour les Jeux olympiques. C'est un investissement important, mais c'est également le symbole de l'ambition nouvelle de l'Afrique. Cette Afrique qui veut aussi prendre toute sa place dans le monde. Donc, ce que nous faisons, ce qui est fait là par le président Sassou Nguesso, par le gouvernement congolais, c'est aussi de dire à la jeunesse africaine que nous pouvons faire aussi bien que les autres. Si nous avons des installations, des équipements assez novateurs qui nous permettent de rivaliser avec les autres, donc je crois aussi que nous le faisons dans le domaine du sport, nous pouvons le faire aussi dans d'autres domaines. C'est ce message d'espoir-là que je voudrais adresser à la jeunesse africaine et je suis convaincu que les Jeux du cinquantenaire feront date sur notre continent. Le sport est donc source d'espoir et de valorisation de la jeunesse africaine face aux défis mondiaux. Et ces Jeux en sont une illustration. Le parcours glorieux des grands noms qui ont marqué leur histoire cinquantenaire est un repère pour la postérité, appelée aussi à exceller dans bien de domaines pour honorer la mère Afrique. La participation du chef de l'État togolais à l'ouverture de ces 11e Jeux africains est le signe de l'adhésion de son pays aux valeurs olympiques. Durant son
séjour en terre congolaise, Faure Gnassingbé a eu droit à un accueil digne de son rang. Honneur militaire et ovation de la communauté togolaise à Brazzaville. Et c'est donc après cette soirée dînatoire que vendredi, le président Denis Sassou Nguesso et ses invités sont rendus au complexe sportif de Kintele pour l'ouverture de ces Jeux. Tiens, Piutba. Après Maputo, Mozambique en 2011, les Jeux africains retrouvent leur berceau, Brazzaville. Cette compétition est organisée chaque 4 ans pour resserrer les liens de fraternité entre les peuples africains et favoriser l'intégration sur le continent. Cette année, environ 3000 athlètes venus de 49 pays prennent part à la compétition, ceux dans 23 disciplines sportives dont le football, l'athlétisme, le basketball, le tennis, la boxe. Le Togo, dont le président Faure Gnassingbé a pris part à la cérémonie d'ouverture, y est représenté par 22 athlètes qui auront à défendre les couleurs du pays. Les 11e Jeux africains prennent fin le 19 septembre. Le chef de l'État a également eu des entretiens en aparté avec certains de ses homologues présents dans la capitale congolaise, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Yayi Boni du Bénin, Denis Sassou Nguesso, l'hôte de ses 11e Jeux. Je voulais vivre tout cela en images. Voilà, aucune déclaration n'a filtré de ces entretiens. Pendant ce temps, au Togo, le peuple éveillé célèbre Anoche à Bobozan ou la fête des Ignames, action de grâce à Dieu pour l'abondance des récoltes et dans une communion d'esprit. La fête tire son origine de l'exode des ancêtres pour échapper à la grande muraille à Bobo sous le roi Kokoli Ier. Le Premier ministre Komisilom Klasso a représenté le chef de l'État à cette édition 2015, placée sous le sceau de la promotion de la paix sociale à travers la culture. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. La 4e conférence mondiale des présidents du Parlement s'est tenue du 31 août au 2 septembre 2015 au siège des Nations Unies à New York. Cette rencontre, une initiative de l'Union interparlementaire, a été une occasion pour les parlementaires du monde entier d'échanger sur la démocratie, la paix et le développement durable. Une délégation de l'Assemblée nationale du Togo, conduite par son président Dama Dramani, a participé aux travaux de cette conférence. Dela Agbo pour le reportage. Au total, plus de 70 présidents et vice-présidents du Parlement ont fait le déplacement de New York afin de tenter, à travers leurs réflexions, de répondre à la question suivante. Comment mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable afin de construire un monde tel que le veut le peuple? Ainsi, d'éminentes personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont-ils donné leur vision d'un monde où règne la paix et où la démocratie permet le développement durable pour le bonheur de l'humanité. Pour le président de l'Assemblée nationale togolaise,
congolaise d'Amadramani qui a fait le constat d'un monde dans lequel trop de pays sont confrontés à de graves crises. Tout doit être mis en œuvre pour enrayer les menaces de déstabilisation qui pèsent sur les États à travers des actions en faveur de la paix et de la démocratie. La paix, d'une manière globale, est, en un peu douté, un enjeu de gouvernance et donc une condition de réussite de tout processus démocratique. Il ne peut y avoir de démocratie sans la paix, sans la sécurité. À l'inverse, il faut le reconnaître, il ne peut y avoir de paix, de sécurité, voire de développement sans la bonne gouvernance démocratique. L'absence de paix et de sécurité hypothèque donc la démocratie et le développement. De même, le déficit démocratique favorise les conflits et l'insécurité. Monsieur le Président, devant cette dure réalité, je pense que les parlements sont appelés à œuvrer chaque jour pour la paix et la sécurité afin de favoriser l'approfondissement de la démocratie et la mise en œuvre des programmes de développement économique. De même, les parlements doivent plus que jamais s'impliquer dans la démocratie préventive et le règlement pacifique des conflits qui éloignent les pays de la voie de la démocratie et du progrès économique. Damadramani a profité de cette tribune pour affirmer la détermination du Togo à être au cœur des actions pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde en se préparant à accueillir en novembre prochain une conférence internationale sur la sécurité maritime. Les contributions des uns et des autres ont permis à la conférence de dresser un bilan des principaux problèmes auxquels la planète entière est confrontée et tenter d'esquisser ce qui pourrait être la contribution des parlementaires à la recherche de solutions à ces maux. Dans la déclaration et à sanctionner les travaux de cette conférence mondiale, les dirigeants parlementaires du monde entier se sont engagés à rapprocher le Parlement du peuple en s'attaquant à la désaffection et au scepticisme croissant affiché par l'opinion publique à l'égard du monde politique, à la marginalisation sociale et politique, aux inégalités entre les sexes, etc. En marge de ces travaux, le président Damadramani a eu des échanges avec plusieurs de ses homologues, dont le président de la Knesset, le Parlement israélien, Edelstein Yuri Yoel, qu'il a rencontré en compagnie de son homologue ghanéen, Edouard Adiao, et du président du Sénat nigérien, David Mark. Il a proposé l'établissement de relations internationales entre la Knesset et le Parlement de ça essentiellement le Parlement l'expérience à travers des possibilités d'échange de formation dans tous les domaines. L'Union interparlementaire, l'initiatrice de cette conférence mondiale des présidents de Parlement, et dont la prochaine réunion aura lieu en 2020, est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Tournée de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation à l'intérieur du pays, Tchabinandi Koulani Ntchare, prend contact avec les agents de son département dans la région. L'étape de Sokodé avec la Makboudjouna. La rencontre qui s'inscrit dans une tournée de prise de contact avec les personnels des différents services de son département a permis à Madame Tchabianandi Koulani Ntchare de s'imprégner du fonctionnement des services déconcentrés de son ministère. Il s'agissait également pour la ministre de l'Action sociale de s'enquérir des conditions de travail et de toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontés les agents pour une approche de solution. Nous avons aujourd'hui trois grands secteurs
qui relevait antérieurement de 3 ministères différents. Il s'agit de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ces 3 secteurs forment aujourd'hui un même département. Pour cela, nous sommes appelés à renforcer l'esprit de cohésion afin d'assurer l'efficacité nécessaire au travail pour les résultats que les autorités attendent de nous. Par ailleurs, les principes fondamentaux de notre administration nous recommandent des valeurs telles que la ponctualité au travail, le dévouement, la probité, la discrétion, la dignité et le respect de la hiérarchie. De plus, en tant qu'équipe, nous avons besoin de collaborer étroitement et de nous donner mutuellement des conseils. En cultivant et en entretenant ces valeurs, nous contribuons chacun à son niveau à embellir davantage l'image de notre ministère et à accroître les résultats qu'il produit. Auparavant, le directeur régional de l'action sociale du centre, Pachabani Kwasi, a présenté au ministre la région centrale dans toute sa composante et les problèmes sociaux que les agents rencontrent. Dans ces doléances, M. Pachabani a relevé le manque du personnel, le problème logistique et l'insuffisance de crédit de fonctionnement. Pour la deuxième fois consécutive, le comité consultatif de l'unité régionale de développement des projets, un partenariat public et privé, s'est réuni ce samedi au siège de la BOAD à Lomé. Il aura à définir le cadre institutionnel et réglementaire nécessaire pour le bon fonctionnement des projets mis en place par l'UMOA. C'est pour rendre opérationnel le plus rapidement possible le système et le mécanisme fonctionnel de ces projets. Lucas Si, Carmen Madjiakakou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA, soucieuse du développement économique de ses États membres, a mis en place une méthode innovante pour le financement alternatif des économies dans son espace communautaire. Le développement des projets en partenariat public et privé. Une unité a donc été créée pour regrouper les acteurs concernés par ce type de partenariat dans la sous-région. La mise en œuvre de cette unité a été confiée à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le comité consultatif de cet organe est aujourd'hui à sa deuxième réunion. C'est pour échanger sur les mécanismes et outils pouvant permettre d'assister les porteurs publics de projets dans le choix du modèle de partenariat à envisager pour leur projet. Alors l'objectif de tout ceci, c'est qu'on aboutisse très rapidement à l'opérationnalisation de tout le mécanisme, de sorte qu'on puisse répondre aux attentes très rapidement de nos États membres, c'est-à-dire la mise en œuvre des projets PPP dans notre région. Et on attend des recommandations fortes du Conseil, enfin de la réunion d'aujourd'hui, et à la suite de ça, nous allons implémenter ces recommandations-là, de sorte, comme je viens de le dire, qu'on puisse aller à l'essentiel, c'est-à-dire la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Ces 6 derniers mois, l'unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé, URDPPP, a su tisser des relations afin de promouvoir à la sous-région et son potentiel en matière de projets PPP auprès des partenaires privés et bénéficier ainsi des expériences des autres pays ou régions. Cette rencontre permettra d'élaborer le programme de travail de l'URDPPP pour la période de septembre 2015 à décembre 2016. Toujours à la BOAD, fin des assises sur l'étude d'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé.
des infrastructures dans les pays membres de l'UEMOA. C'est une initiative destinée à favoriser un partenariat public-privé gagnant-gagnant au profit des populations. Isidore Koubati. Et promouvoir le secteur privé dans la réalisation des infrastructures de base. C'est l'ambition de la BOAD pour permettre au secteur privé africain de participer de façon inclusive à la dynamique de développement. Les experts ici réunis sont revenus sur le sujet lors de cette rencontre sur l'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures. De façon pratique, les États de l'Union sont soucieux de changer l'approche fragmentée qui est aujourd'hui imposée à ceux qui veulent investir dans l'Union, de sécuriser les droits afférents aux investissements en infrastructure, de sorte à assurer la rentabilité de ces investissements et donc à les voir plus nombreux ici. Dans cette optique, la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, s'est fixé comme objectif d'aider les États à construire des infrastructures économiques modernes. Un pari pour promouvoir le développement durable fondé sur le bien-être socio-économique. L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO a à sa tête une nouvelle équipe dirigeante. Le passage de témoins a eu lieu lors de la 6e session extraordinaire du conseil d'administration de l'institution tenue à Abidjan en juillet dernier. Eric Djaniko, Ramdan Bassil. L'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme EAMO a désormais à sa tête une nouvelle équipe dirigeante. Moussa Dembélé succède ainsi à Maouina Kodjo Tini suite à la 6e session extraordinaire du conseil d'administration de l'institution. Tout en saluant le travail remarquable accompli par ses prédécesseurs, le nouveau directeur général de l'EAMO compte consolider les acquis et mettre en œuvre son programme. Les entités sont nombreux et nous avons pensé bien sûr avec l'opportunité du développement des villes africaines et nous axons beaucoup sur les recherches et l'expertise au niveau des villes africaines. Parce que jusqu'à présent, et ce que nous avons en Afrique, comme vous le savez, ce sont des choses qui ne sont pas réellement pensées pour les réalités africaines, que ce soit en architecture, que ce soit dans le développement des villes, la programmation des villes. Donc, c'est la recherche qui permet de résoudre ces problèmes. Conscient des défis qui attendent les nouveaux responsables qui viennent de prendre fonction, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a exhorté ces derniers à user de tout leur pouvoir pour assurer un meilleur fonctionnement de l'EAMO. Nos villes s'urbanisent. Nous avons besoin de maîtriser l'urbanisation de nos villes, l'architecture, l'urbanisation des villes et des villages. Il faut que ce soit maîtrisé dans un espace serein, tout à fait viable. Nous sommes tout à fait satisfaits en tant que gouvernement et nous sommes prêts à continuer d'accompagner les hameaux pour qu'elles restent et demeurent en tout temps une école de référence africaine et mondiale. Pôle d'excellence et de référence dans la construction des villes africaines, les hameaux forment en architecture, urbanisme et gestion urbaine. Elle est instituée dans 14 pays en Afrique et entame sa 40e année académique au Togo. Mieux repenser la lutte pour relever les défis, c'est ce thème qui meuble le 6e congrès statutaire de la Convention démocratique des peuples africains. La CDPA compte remobiliser ses bases pour atteindre ses objectifs. De nouveaux dirigeants seront élus à l'issue de ce congrès. Dandouma Ali, Arnold Kiliou. Ce 6e congrès statutaire de la Convention démocratique des peuples africains CDPA a connu la mobilisation des membres et sympathisants, mais aussi la présence
des partis membres du CAP 2015, des partis amis ainsi que des organisations de la société civile. Dans un élan de solidarité, la CDPA et ses alliés veulent repenser la lutte pour relever les défis qui s'imposent. Après l'échec à la présidentielle d'avril dernier sous la bannière du CAP 2015, la CDPA appelle à une unification des forces de la part de l'opposition pour l'atteinte des objectifs poursuivis. C'est un moment que nous accordons pour réfléchir. Réfléchir d'abord aux affaires de notre parti et nous réorganiser, mais surtout réfléchir sur l'avenir du Togo. Ce Togo qui nous est cher à la CDPA. Il s'agira pour nous, vous savez que ce congrès se tient à une période particulièrement difficile. Nous devons réfléchir à comment mener la lutte pour atteindre nos objectifs. Ce que nous croyons, et la CDPA l'a toujours dit, c'est que les partis doivent se mettre ensemble pour mener cette lutte et aller de l'avant. Face aux crises socio-économiques et les menaces du terrorisme en Afrique et dans le monde, les responsables de la CDPA exhortent le gouvernement à multiplier des initiatives pour protéger au mieux les populations. Toujours sur le plan socio-économique, la CDPA encourage l'État à poursuivre les initiatives créatrices d'emploi. S'agissant des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la CDPA compte apporter sa contribution pour leur aboutissement heureux. Canada Espère Pro, un cabinet spécialisé en immigration vers le Canada, a procédé à la remise de visa à 17 étudiants togolais qui désirent aller étudier dans ce pays pour renforcer leurs compétences professionnelles. En plus du visa, ces étudiants ont aussi le permis d'études et de travail jusqu'à 4 ans sur le territoire canadien. Kwasi Glé, reportage. Le cabinet Canada Espère Pro, spécialisé en immigration vers le Canada, vient une fois encore de concrétiser le rêve de ces jeunes d'aller étudier au Canada. 17 au total, ces jeunes disposent désormais d'un visa entrée multiple jusqu'en 2019, d'un permis d'études et de travail au Canada. Ils saluent ici particulièrement l'expertise et le professionnalisme du cabinet Canada Espère Pro. C'était pas facile, demande des dossiers incroyables, mais par la grâce de Dieu, on est arrivé au bout du tunnel. Je veux premièrement travailler pour le Togo. Je veux développer premièrement mon intelligence et ajouter à mon esprit patriote pour qu'un jour je peux avoir les compétences nécessaires pour amener ma main à la pâte pour la construction d'un Togo nouveau. Accrédité par le gouvernement canadien, Canada Espère Pro allie pluridimensionnalité, éthique et pragmatisme pour satisfaire la clientèle. L'objectif primordial est d'offrir à tous les candidats à l'immigration l'opportunité d'aller au Canada en un temps record pour acquérir des titres de compétences. Pour la plupart des gens, ça a duré, disons, 6 mois. Parce qu'ils ont commencé, nous sommes aujourd'hui en fin août, début septembre. D'autres ont commencé carrément en février, mars. D'autres ont commencé carrément en mars, février. Pour certains, il y a aussi au Ebola qui les a bloqués. Ils avaient commencé en décembre, novembre de l'année dernière, où le Canada a mis une restriction sur Ebola et tout ça. Donc, le processus varie. Ça peut varier. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 6 mois. D'autres peuvent faire 4 mois. Donc ça dépend toujours du dossier et ça dépend de l'intention de l'agent d'immigration, comment nous arrivons à le convaincre. Donc il faut que ces candidats arrivent à réussir là-bas. Aller là-bas, ne pas dire
c'est pas synonyme de réussite. Il faut réussir. Et ces astuces-là, comment trouver du boulot, comment faire, comment éviter des problèmes, comment faire pour pouvoir franchir telle étape, c'est très important pour nous. Donc, j'ai profité pour leur donner des conseils pratiques pour qu'ils puissent réussir au Canada. Donc, le gouvernement du Canada l'a remarqué. La qualité des dossiers de Canada Expert Pro sont impeccables. D'autres visas sont attendus d'ici la fin du mois de septembre. Avec sa parfaite maîtrise de la politique d'immigration du Canada, le cabinet Canada Expert Pro propose une variété de programmes. Il s'agit notamment de la résidence permanente, le regroupement familial, le visa investisseur et la protection du droit humanitaire. À travers une journée porte ouverte à Tchévier dans le Jio, les acteurs du Centre de ressources pour l'artisanat ont été sensibilisés sur le système dual coopératif. C'est une innovation qui permet d'insuffler un nouveau dynamisme à ce secteur. Des précisions, Albertine Yakin. Des produits alimentaires, cosmétiques et des prestations mécaniques automobiles, fruits du savoir-faire des artisans de Zio. Sur le site de l'exposition, les visiteurs apprécient. On a décidé d'être en groupe parce qu'on fait souvent notre travail en groupe. On est venu présenter nos pains aujourd'hui en cette journée de porte ouverte. Le pain sucré, le pain soja, les graines de néré ont des vertus qui sont les suivantes. D'abord, le néré qui sert à faire la moutarde. La moutarde permet le maintien d'une bonne santé. La volonté qu'on l'utilise. On le met dans toutes sortes de sauces. Et on le prend aussi sous forme d'amuse-gueule, sous sa forme grain. Et je dirais qu'il n'y a pas de posologie. Il n'y a pas d'inconvénient à consommer, plus ou moins. Le savon Palmos que vous voyez ici, c'est un savon qui est résistant. Vous pouvez l'exposer au soleil, ça ne va pas fondre. Vous pouvez laisser ça dans l'eau, quand vous le retirez, ça devient toujours intassable et ça ne fond pas. Il y a l'huile de palmiste qui est dérivée du palmier, l'huile rouge aussi qui est dérivée du palmier. Donc les deux huiles combinées sont le produit fini du savon. Pour la sensibilisation d'aujourd'hui, c'est tout justement d'apporter au public la connaissance du système dual. Le dual, c'est de l'apprentissage de l'atelier vers le centre. Bon, on considère que le patron d'atelier n'a pas toutes les qualités pour bien former l'enfant, surtout en théorie. Donc, il y a la pratique qui est à l'atelier. Maintenant, la théorie s'apprend au centre. Reste que des stratégies soient trouvées pour l'écoulement de leurs produits. Apothéose de la Bogozan ce samedi à Notchen, c'est la plus grande fête du peuple éveillé du Togo et de la diaspora. Cette année, la célébration est axée sur la promotion de la paix sociale à travers la culture. Edem Sousoupo. Les éveillés du Togo, du Bénin, du Ghana et d'ailleurs se sont encore retrouvés à Notien leur berceau commun. Ensemble, avec le Premier ministre, Commissaire Lomklassou, représentant personnel du chef de l'État à cette fête annuelle des éveillés, ils ont revisité leur histoire, empreinte de solidarité, de fraternité et de respect mutuel. Une histoire qui a tout son sens dans ce que représentait la grande muraille d'Agogo sous le roi Agokoli Ier que leurs aïeux avaient quitté lors de l'exode du XIe et XIIe siècle. C'est à Bogozan ou la fête des Ignam qui offre l'occasion aux différentes communautés éveillées de par le monde de se retrouver, de découvrir ou de redécouvrir leur cité historique.
C'est également pour ces communautés une belle occasion de valoriser leur patrimoine culturel. La célébration d'Agogoza demeure ainsi le moment privilégié où les différentes communautés qui avaient vécu dans cette cité historique qu'est Ngoché avant l'exode se retrouvent en pèlerinage avec leurs frères et sœurs qui étaient restés pour raffermir leur identité culturelle, la fraternité agissante, la solidarité, la paix et la concorde, des valeurs qui consolident pour toute nation le socle fondamental du développement. Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements à Togui Bansa et ses amis en Allemagne pour les participations financières à la construction de ce monument d'un trône. Celui-là, devant nous, dont les travaux sont en cours. Ce monument sera baptisé Trône de la Fraternité. Pour l'édition 2015, les évêques ont décidé de célébrer la culture pour promouvoir la paix sociale et le développement. Nous avons demandé que le peuple élevé, ou bien l'élevé, où qu'il se trouve, le peuple élevé doit toujours cultiver cette vertu de la paix, cette vertu de solidarité, cette vertu de pardon. Et c'est ces différentes vertus-là auxquelles nous invitons le peuple élevé à souscrire afin que, où que nous soyons, nous puissions vraiment faire développer davantage nos pays, nos cités. La présence au Togo et principalement en Otien des évêques du Bénin et du Ghana est une marque d'attachement aux valeurs culturelles qui leur ont été léguées et l'expression d'une fraternité, voire d'une solidarité entre ces communautés. C'est toujours pour nous un réel plaisir de retrouver des gens qui font la même culture que nous, le même langage et la même pensée que nous. Ici, nous sommes dans la culture d'origine. Je suis très ravi de me retrouver parmi les miens. Le monument que nous sommes en train de construire va renforcer nos liens et nous permettre de toujours savoir que nous venons d'ici, notre bercail. Agbogbo-Mefia, Togbi a fait des 14 de Asogli State au Ghana, se dit très émerveillé par la politique de paix et de cohésion nationale que prône le président de la République, Faure Singbe. Pour lui, quand ses frères et sœurs du Togo vivent en paix, ceux du Ghana voisins ne peuvent que leur emboîter le pas. Il a promis de soutenir les projets de développement à hauteur de 1 million de francs CFA en Otien. Le Premier ministre, comme Selam Klassou, trouve dans la célébration d'Abobozan une volonté commune des évêques de briser les frontières et de renforcer les bases pour leur mieux-être. Ils sont soutenus dans cette dynamique par le chef de l'État. Le président Faure vous souhaite. Que dis-je? Le président Faure nous souhaite bonne fête à Gogozan. Par la même occasion, il vous prie d'accepter toute sa gratitude pour la confiance que vous venez de lui renouveler massivement à l'issue des élections présidentielles du 25 avril dernier, des consultations reconnues et exprimées sans embâche par la communauté internationale comme étant libre, transparente et démocratique. D'ailleurs, ce choix responsable
fait par le peuple togolais est le reflet de son aspiration profonde aux valeurs de paix, de l'état de droit et de développement partagé. Des valeurs incarnées par la politique de réconciliation du président Faure. Avant tout autre propos, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à l'endroit du peuple togolais tout entier. Au rang de ces bienfaits, nous évoquerons les fondamentaux que sont la paix et la sécurité dont nous jouissons ici au Togo, mais qui, malheureusement, font cruellement défaut dans beaucoup d'autres pays du monde en ce moment. La fête traditionnelle à Gogoza est un repère important pour tout le peuple éveillé. En effet, elle constitue pour tous les fils et toutes les filles élevées du Togo, du Ghana, du Bénin, mais aussi pour ceux et celles de la diaspora, une ultime occasion de retour au bercail et de retrouvailles. C'est donc pour tous les éveillés du monde l'occasion de revenir à la source dans la vieille cité Agbogbo, ceinturée par la muraille Agbogbo, afin de se rappeler de l'œuvre des fondateurs et magnifier les vertus du courage, du travail et de la cohésion sociale, autant de symboles qui ont conduit à la construction de la cité, et ce, après un long périple ponctué de plusieurs étapes d'arrêt depuis l'Égypte jusqu'ici à Ngotchen. Les éveillés, dans leur diversité, ont été appelés du haut de cette tribune par le Premier ministre à tout mettre en œuvre pour que rien ne les éloigne de leur quête du bien-être et du vivre ensemble. La célébration d'Agogoza est aussi une façon pour les éveillés de transcender les frontières héritées de la colonisation pour réfléchir ensemble au développement durable et viable de leur communauté. La forte délégation venue du Ghana, du Bénin et de la diaspora, notamment de l'Allemagne, de la France, en sont la preuve éloquente. Agogoza constitue donc une occasion privilégiée pour les peuples éveillés de par le monde de se retrouver dans la joie et l'allégresse pour témoigner à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'aux mânes des ancêtres toute leur reconnaissance et leur gratitude pour leur vie et pour l'éclosion de leurs activités tout au long de l'année écoulée. Vénérables chefs traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs, la pluralité des sons, des couleurs, de l'intonation de l'éveillé parlé, des danses, bijoux, etc., est la marque que Agbogozan est l'un des symboles de la richesse et de la diversité culturelle de notre pays. C'est le lieu pour nous de saluer l'initiative des chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, et des cadres qui consistent à créer un espace formel de concertation et de promotion de la solidarité entre tous les éveillés de l'Union Éveto, un ciment
pour contribuer à la cohésion nationale. Vaillante population de Raho. Le thème qui est retenu pour la présente édition est évocateur à plus d'un titre, comme je l'ai évoqué plus haut. En effet, en plaçant l'édition 2015 de cette grande célébration sous le thème « Célébrer la culture pour promouvoir la paix et le développement », vous démontrez que vous avez compris le rôle éminent que peut jouer la culture dans la promotion de la paix sociale et du développement intégral de nos communautés. C'est dire que le rayonnement de notre pays, le Togo, dépend à coup sûr des richesses qui sont enfouies dans son histoire, dans ses traditions et dans sa culture. Il ne saurait en être autrement, puisque la vision dans laquelle s'inscrit la politique culturelle de notre pays fait de la culture le socle même sur lequel doit être érigé l'édifice de la réconciliation nationale et du développement partagé. Nous voudrions à présent nous tourner vers les vénérés rois, chefs traditionnels et autres invités venus de diverses contrées d'Afrique pour les convier à se sentir dans notre pays comme chez eux. Enfin, permettez-moi de saisir solennellement cette occasion pour témoigner une fois encore notre profonde gratitude et au-delà, celle de tout le grand peuple élevé au président de la République, son Excellence, M. Faure Essosimna Gnassingbé, qui a bien voulu nous porter à la tête du gouvernement le 5 juin dernier, après la grande mobilisation des Togolaises et Togolais pour sa réélection à la magistrature suprême. Peuple éveillé, mutualisons nos efforts et mobilisons-nous pour soutenir la politique de réconciliation nationale, de paix sociale, de relance économique et de solidarité agissante du président Faure en vue de contribuer plus efficacement à la construction de notre chère nation. Le moment est solennel et plein de sens pour tous les évêques qui, depuis 3 jours, vivent en parfaite harmonie autour de leur roi Agokoli IV. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus de perfection au cours de notre édition de nuit qui vous sera présentée par Isidore Koubatine. Avant de clôturer, les éperviers du Togo ont dominé les requins de Djibouti 2-0 vendredi au cours du match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le Togo signe ainsi sa deuxième victoire et dispose de 6 points plus 3 et est pour l'instant premier du groupe A. Alfred Colani. Mission accomplie pour les éperviers du Togo vendredi après-midi à Gouled face aux requins de la mer Rouge. Pour ce déplacement en terre djiboutienne, la consigne était claire, ramener les 3 points. Et à l'arrivée, c'est chose faite avec à la clé 2 buts inscrits à des moments précis de la partie. Vous savez, à la 4e minute, tu encaisses un but. Et pour le mental, c'est difficile à remonter. Et ce sont des jeunes, j'ai même des joueurs qui sont natifs 97. Un but à la 4e minute, c'est un but assassin. Vous savez, alors il faut remonter le moral, il faut refaire. C'est très très difficile. 2 minutes de la fin de la première mi-temps, on encaisse un but stupide, un but
je ne peux pas comprendre. C'est un but assassin, je peux dire aussi. Sur le deuxième corner des Togolais, Serge Akako saute plus haut que tout le monde. Togo 1, Djibouti 0. Juste avant la pause, Floyd Haïté profite d'une hésitation de la défense djiboutienne pour doubler la mise. Les Togolais vont lever un peu le pied en deuxième partie de jeu et Djibouti en profite pour être dangereux à maintes reprises. Les Togolais gèrent bien leur acquis et auraient pu marquer 2 ou 3 autres buts. Malgré la débauche d'énergie des joueurs en vert en fin de partie, Cédric Vincent va garder sa cage inviolée. 2-0 pour le Togo, score au coup de sifflet final. Voilà, une édition quelque peu longue compte tenu de la densité de l'actualité. Merci de votre aimable attention. Passez une bonne soirée à notre compagnie.